En fait, ce livre s'inscrit, enfin pour moi comme pour Jean-Pierre, je crois, hein, dans l'évolution d'une pensée liée à une pratique, à des contradictions, à des difficultés, à des rejets. Je crois que nous sommes dans ce que, puisque je le cite toujours, dans ce que mon regretté professeur d'histoire Robert Bonneau appelait un tournant historique. Un tournant historique, c'est le moment où les concepts dans lesquels on était jusque-là apparaissent ne plus avoir de pertinence, où il faut penser autrement. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, parce que en tout être humain, et alors là pour le coup je suis très représentatif, il y a d'abord une dominante de fainéantise, qui consiste à dire si les autres le faisaient pour moi, ça serait quand même plus simple. Il n'empêche qu'il y a un moment où il faut bien que quelqu'un s'y colle, et il faut bien que tous, on se pose les mêmes questions. Toute la subtilité du système politique que nous vivons depuis plusieurs décennies, hein, et d'avoir réussi, comment dirais-je, à ne plus nous faire penser, à nous faire croire même parfois que nous étions tellement crétins qu'il était impossible que nous fassions quelque chose d'original, quelque chose qui répond à la situation. Il y a tout un travail idéologique, par exemple sur le mot peuple. Le mot peuple, dans le discours, disons, dominant, c'est péjoratif, c'est vilain pas beau, c'est au mieux les comptoirs, les brèves de comptoir, hein, mais c'est pas productif. Et on l'a bien vu dans l'affaire des Gilets jaunes, puisque c'est la dernière en date, mais on l'avait vu dans d'autres circonstances. Hein. L'idée que comme c'était pas très organisé, comme c'était un mouvement bizarre, pas très cernable, comme on ne savait pas très bien qui était qui, comme il n'y avait pas un candidat à la présidentielle, ça c'est fondamental, le candidat à la présidentielle. On est sérieux que si on a un candidat à la présidentielle aujourd'hui, c'est bien évident. Je vous rassure, je ne suis pas candidat à la présidentielle. Mais alors, vraiment pas. C'est un rôle que je détesterais. On n'est pas devant des gens sérieux. Et puis il y a par ailleurs des gens sérieux qui savent penser ce qu'il faut et qui ont les instruments pour ce faire. À mon sens, il est temps de sortir de cette vision, parce que cette vision a un inconvénient, c'est que face à tous les défis auxquels le pays est soumis ou va être soumis, défis économiques, défis sociaux bien entendu, défis géopolitiques, on nous expliquait que la guerre c'était fini, ben non, elle est là. Alors, on peut en parler si vous voulez, mais enfin c'est pas vraiment le sujet de la soirée. Face à tous ces défis, la France n'est pas prête. Et pourquoi n'est-elle pas prête? Parce qu'il manque un acteur essentiel, son peuple. Dans l'histoire de France, il y a toujours eu, dans les périodes importantes, dans les périodes productives, à la fois sur le plan de la pensée et sur le plan de l'action, il y a toujours eu ce lien entre une direction et un peuple. Or aujourd'hui, non seulement il n'y a pas ce lien, mais la classe dirigeante a peur de son peuple. L'événement clé, à mon sens, c'est 2005. 2005, il y a un traité constitutionnel européen et on nous demande de voter pour ou contre. Dans les premiers temps, si vous avez souvenir de ce moment, toute la presse
Et tous les dirigeants sérieux étaient pour le oui. J'ai souvenir de Jean-Marie Cavada, je ne sais pas si vous voyez, c'était une conscience à l'époque, en plus journaliste, très faisant de la politique avec Barreau, enfin bref, il avait toutes les qualités pour être considéré comme respectable. Nous disons, ceux qui sont contre le traité constitutionnel européen devraient regarder les photos de Auschwitz. Non seulement cet argument est idiot, mais il est ignoble. Mais il est très typique d'une période où on n'avait pas le droit de penser. Or, le peuple français, à ce moment-là, a dit, ben, nous on a le droit de penser. Et il y a eu un vrai débat, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu un vrai débat. Et plus ce débat s'est développé, plus il est apparu que malgré toutes les pressions, malgré les médias, malgré etc., le peuple français avait dit non. Alors, par parenthèse, parce qu'on dit toujours c'est absurde, c'est un moment, il existe un philosophe français qui s'appelle Alain, qui a eu son heure de gloire avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un radical, qui disait penser c'est dire non. C'est intéressant comme idée. Ça ne veut pas dire que par définition on doit dire non à tout. Ça veut dire avant de dire, on commence par dire non. Après, on peut réfléchir. Et cette idée du non s'est réintroduite dans l'esprit du peuple français. Ça, c'était inacceptable. C'était tellement inacceptable que le président de la République suivant, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, a décidé qu'il n'en avait rien à fiche et a fait passer le traité quand même. Bon, avec quelques modifications, dont une substantielle, le mot constituant a disparu. C'était devenu simplement un traité. Mais pour le reste, c'est à peu près le même, hein, à quelques détails près. Bon. De ce jour, une fracture qui était déjà sensible entre les citoyens et leurs élus s'est aggravée. Il n'y a plus la confiance. Or, faire revivre une société politique sans la confiance, c'est impossible. Ou alors, c'est la dictature, avec tout ce que ça implique, comme répression, comme utilisation de l'appareil policier, etc., etc. Ça, c'est une autre formule. Ce n'est pas vraiment la mienne. Mais si on veut être dans ce qu'on appelle habituellement une démocratie, eh bien, rétablir la confiance fait partie des choses fondamentales. Or, tout le monde nous parle des élus. Ben, les élus, c'est les élus du peuple. Mais les élus, c'est avant tout des représentants. Le problème, nous en avons, paraît-il, su quelque chose. Le problème est que, aujourd'hui, les élus ne sont plus des représentants. En tout cas, ils ne sont pas considérés comme représentants par l'ensemble des citoyens. Ça explique très bien la montée de l'abstention, le vote pour des extrêmes, c'est pas obligatoirement qu'on aime ça, mais au moins c'est pas les autres, etc., etc., etc. Il y a du coup une perte de légitimité qui s'est installée, et cette perte de légitimité, ben de deux choses l'une, ou bien ça signifie la fin de la démocratie, et d'une certaine façon la fin de l'histoire de France, ou bien il faut revenir là-dessus et refaire autre chose. Il faut bien voir qu'au travers de l'entreprise de destruction idéologique dont nous venons de parler, ce n'est pas seulement la confiance qui a été mise en cause, ce sont les concepts mêmes qui fondaient la République, la démocratie et la politique. La politique, enfin, bon, c'est une chose très difficile à définir. Enfin, si on reprend les vieux anciens, mettons Aristote, hein, c'est la recherche d'un certain bien. Qui dit recherche d'un certain bien, ça veut dire qu'il n'est pas défini par avance. Et deuxièmement, que cette recherche est collective. Que
que donc il existe quelque part une structure qui permet cette expression collective. Nous insistons beaucoup pour la définir sur le mot contrat social. Il y a besoin, dans une société qui se veut démocratique, qu'il y ait un contrat social. Quelque chose qui organise la relation et qui crée de ce fait la société. Il faut bien voir que nous sortons d'un certain nombre d'années où la pensée dominante a été en gros celle de Thatcher-Reagan. Thatcher disait: la société, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui s'appelle société. Il y a des gens. Et tout ça, c'est une pensée où l'idée politique s'est dissoute au profit d'un certain nombre de contraintes, d'obligations indépassables, indiscutables, et en particulier de pensée économique. L'économie était, jusqu'à une date récente, enfin jusqu'aux années 60-70, était une technique qui participait d'un certain nombre d'autres techniques. C'est pas pour rien qu'à l'époque, l'économie était enseignée dans les facs de droit. À partir des années 60, l'économie s'autonomise. Elle devient quelque chose en soi. Elle devient une science, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Mais de ce fait, en s'abstrayant du social, l'économie a fait du social un ennemi. Il n'y a plus de possibilité de contrat social. Le social est devenu un adversaire de la bonne pensée, de la vérité. L'économie est une vérité. C'est exactement ça la pensée de la mondialisation qu'on appellera libérale, même si je pense qu'il n'y a pas de bonne mondialisation, mais ceci est un autre débat. Je pense qu'il y a un internationalisme, mais je pense qu'il n'y a pas de mondialisme. Mais ceci, c'est une autre question sur laquelle on peut revenir éventuellement. Mais en toute hypothèse, cette construction qui a fait de l'économie la science reine. Alors, un ami que j'ai dit c'est la science reine parce que c'est la plus bête. Son axiomatique est tellement bête, hein, vous vous réveillez le matin et vous cherchez votre satisfaction maximale sur votre courbe de satisfaction jusqu'au soir et vous recommencez le lendemain. Bon, il n'y a pas plus bête. C'est une vision de la société qui est terrorisante d'une certaine façon. Mais c'est bien la pensée dominante. Et cette pensée dominante ne peut pas supporter qu'il y ait des citoyens. Le citoyen est un adversaire à cette vision de la société. Le citoyen doit donc être détruit en tant qu'être pensant, contestataire, réfléchi, politique en un mot. La nécessité de reconstruire la politique s'impose en même temps que la nécessité de reconstruire le peuple et le citoyen. Les choses sont liées. On ne peut pas les séparer. Et ce n'est pas par une élection présidentielle tous les 5 ans, bon avant c'était tous les 7, mais ça ne change pas substantiellement le problème, qu'on fait de la politique. Ça veut dire simplement qu'on cherche à donner un aval, disons. Bon, pour 5 ans. Puis après, on recommence. Et comme en plus, avec les réformes de Jospin, je ne sais pas pourquoi on le trouve génial, moi je trouve que c'est parfaitement crétin ce qu'il a fait en 2002, c'est-à-dire l'inversion du calendrier et le quinquennat, on a automatiquement une assemblée qui est derrière le président. Ça n'arrange strictement rien. Donc la question des institutions revient in fine comme une conséquence naturelle de cette réflexion. Et c'est pour ça qu'à partir de 2007, nous avons créé l'association pour une constituante pour dire les institutions sont un problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire automatiquement n'importe quoi pour qu'il y ait d'autres institutions.
Il y a eu, alors je vois passer de temps en temps des constitutionnalistes renommés qui nous expliquent qu'ils sont les sauveurs du système et que grâce à eux, on va faire la super constitution qui arrangera tout le monde. Et puis ils ajoutent d'ailleurs, histoire de faire bon poids, ça serait bien si on faisait ça au tirage au sort, histoire de supprimer le suffrage universel et donc le citoyen qui est titulaire du suffrage universel. Ça franchement, c'est comment aggraver le désastre tout en faisant semblant de le résoudre. C'est assez classique, il y a eu des tas de... Comment ça, de clercs qui ont trahi dans l'histoire avec ce genre d'idée. Non. La question aujourd'hui, ce n'est pas de faire des institutions. C'est de dire que c'est un symbole pour reconstituer la vie publique, la vie politique, la citoyenneté. C'est-à-dire qu'elle permet d'être cette espèce d'objectif qui fait que chaque citoyen se sent concerné par l'action à mener. Et donc, pour nous, la question n'est pas tant de savoir quelles institutions, évidemment, ça viendra comme question, ça va de soi, mais de savoir qui, par quel processus, on aboutit à ce changement. Et comme dans tout processus dramatique dans l'histoire, la question n'est pas uniquement qu'est-ce qu'on va faire, mais qui le fait. D'où la question, y a-t-il encore un peuple français? Pas évident. Il faudrait peut-être lui poser la question, on le saurait. On lui a posé la question en 2005. Il y a répondu. Et on lui a répondu merde. Bon, en termes à peine plus polis. Il faut absolument que cette question soit posée. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons appelé à une association pour une constituante, non pas pour faire une constitution, bien entendu. Enfin, tous ceux qui veulent faire une constitution sur un coin de table, c'est pas sérieux. Non, c'est pour créer la dynamique de l'envie de participer à cet objectif. De l'envie à redevenir citoyen, parce que seuls les citoyens peuvent participer à cet objectif. C'est donc ce travail-là qui permet de reparler quoi? Du social, de la politique, de la citoyenneté. C'est tout ça, cet objectif. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes venus pour en parler. On s'est rencontrés au téléphone un peu par hasard, même si on avait dû se rencontrer, mais sans vraiment se connaître. On se connaît plus, peut-être parce que les conditions historiques permettent de se connaître plus. Et j'espère que non seulement la prochaine fois on sera tous ceux qui en sont là, mais 10 fois plus, 100 fois plus, parce que c'est l'avenir même de l'humanisme et oui, de la liberté qui est en cause. Et c'est celle-là que nous essayons de recréer au travers de ces idées. La vie politique démocratique, c'est la liberté.